Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 12 déjà de la deuxième saison avec Gilbert Delorme, aujourd'hui mon invité que je suis très heureux de vous présenter. Un premier épisode, en fait, de retour dans mon sous-sol parce que comme vous le savez, l'épisode numéro 11 est un épisode très spécial. Mon premier en direct, un live dans un restaurant en plus. Comme vous le savez, les restaurants sont présentement interdits, accès au public en fait. Donc, ça a été vraiment très spécial de tourner cet épisode-là live un 23 décembre avec Étienne Dano, l'humoriste, et ainsi que le propriétaire de la chambre microbrasserie qui nous a reçus extrêmement bien, Éric Champoux, qui était à son deuxième passage au podcast. Alors, je le remercie encore pour son hospitalité et vraiment sa grande générosité avec moi ainsi que toute l'équipe. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, oui, l'épisode d'aujourd'hui avec Gilbert Delorme, un excellent épisode. Je vous dis, l'intro va être plus court au niveau de la description de l'épisode. Je ne vais pas vous en dire plus, à part qu'il y a des très bonnes anecdotes. On jase de hockey et ceux qui se demandent qui est Gilbert Delorme, eh bien, Gilbert Delorme est un ancien défenseur du Canadien de Montréal et puis de plusieurs autres équipes de la Ligue nationale. On pense aux Blues de Saint-Louis, les Penguins de Pittsburgh également. Alors, il a également roulé sa bosse dans les mineurs aussi, la Ligue internationale à l'époque. Et donc, on en parle tout ça de son beau parcours et de sa grande carrière junior parce qu'il a joué 3 très bonnes saisons avec les Saguenay de Chicoutimi avant d'être repêché en première ronde par le Canadien de Montréal. Et vraiment, ça a été des débuts très prometteurs pour lui. Je ne vais pas vous en dire plus, à part pour vous dire que c'était un excellent podcast avec beaucoup d'anecdotes. On a jasé de sport, jasé de hockey, bien sûr, avec Gilbert. Comme vous le savez, Gilbert est présentement analyste au réseau des sports RDS ainsi qu'au 91.9 Sports à la radio. Puis, oui, on a parlé de son après-carrière parce que Gilbert Delorme a eu un Tim Horton. C'est assez, assez inusité, c'est assez rare en fait qu'un joueur de hockey se lance dans la... Ben, c'est pas assez rare parce qu'on connaît plusieurs joueurs de hockey qui se lancent dans la restauration. Mais un Tim Horton, je trouvais ça cool, je voulais qu'on en parle. En fait, ça fait déchanter un peu. C'est vraiment, ça fait voir un autre côté de la médaille, du côté un peu moins sexy d'avoir un restaurant comme un franchisé, en fait, comme un Tim Horton ou un McDo, whatever. Ça démontre une autre facette qu'on connaît un peu moins au public. Et puis, très intéressant. Comme on le sait, le podcast touche aussi au volet entrepreneurial. Donc, c'était vraiment excellent d'avoir ce côté-là aussi, cette deuxième facette qu'on connaît un peu moins au public. Donc, merci beaucoup encore, Gilbert, de tes propos. Et puis, une anecdote qui est excellente, je vous le dis, restez jusqu'à la toute fin. Le Party de Coupe Stanley 1991 des Penguins de Pittsburgh, l'organisation dans laquelle Gilbert Delorme était. Disons que c'était je ne veux pas vous en dire plus, je vais vous laisser l'écouter. C'était vraiment excellent. Ça concerne une coupe Stanley, une piscine creusée et quelque chose qui a mal viré pour que le lendemain, ça apparaisse dans le défilé de la coupe Stanley. Alors, je ne vous en dis pas plus, c'était vraiment excellent. Et puis, on a parlé de tout son passage à travers les médias aussi, de sa transition, en fait, du hockey. Il est devenu entraîneur par la suite aussi dans le hockey junior et dans les médias à la fin de tout. Donc, je ne vous en dis pas plus pour ce qui est de Gilbert Delorme. Je vous laisse le découvrir aujourd'hui dans le podcast. Et pourquoi je veux faire ça plus court, c'est parce que j'ai une commandite aujourd'hui à vous présenter dans le podcast. Je suis tellement heureux. Je vous en ai parlé dans le dernier podcast. J'avais débuté un partenariat avec le groupe Firma qui croit vraiment à mon projet de podcast. Et puis, ça me touche beaucoup d'avoir la chance d'avoir un commanditaire au podcast. Et puis, ça me permet en fait de garder ça gratuit pour le public, de vous offrir des bonnes entrevues, des invités de qualité, d'avoir du matériel encore plus haut de gamme pour vous offrir un son, une qualité incroyable et bientôt d'avoir de plus en plus de live en direct. Qui sait un jour de faire ça live en direct dans un studio ou dans des entreprises, c'est possible que ça s'en vienne dans un avenir plus que rapproché. Alors, c'était pas le dernier live, ça, je vous le promets. C'était tellement bon, c'était tellement meilleur. Le contact qu'on a, on se pile beaucoup moins les uns par-dessus les autres. Au niveau de l'audio, c'est plus agréable pour tout le monde. C'était une expérience unique. Bref, je veux vous raconter l'histoire du groupe Firma aujourd'hui. J'en ai parlé dans le dernier podcast et je veux vous la raconter si vous ne l'avez pas entendu encore parce que c'est grâce à eux que le podcast d'aujourd'hui est possible. Et en fond, moi, je veux juste vous mettre en contexte. Je suis conférencier scolaire depuis déjà 3 ans, en plus d'être photographe sportif, avant de devenir, comme vous connaissez avec le podcast aujourd'hui. Et puis,
dans une de mes conférences, j'ai développé une excellente relation avec un de mes clients qui s'appelle Martin Dessart, qui est un enseignant à l'école, la polyvalente Paul Arsenault à l'Assomption. Et puis, ça fait déjà 5 conférences que je donne dans sa classe. Toujours un plaisir d'aller le rencontrer ces jeunes, parler de mon parcours, les inspirer. Et puis, sa conjointe à Martin, qui s'appelle Tina, en fait, Cathy Thibault, est récemment devenue employée d'une entreprise que son frère a lancée, qui est le groupe Firma, vous me voyez venir, dans l'immobilier. Et le parcours de Cathy est assez incroyable. Elle est passée d'une directrice pendant plus d'une vingtaine d'années à l'école de Martin également pour faire la transition dans le domaine immobilier et donner un coup de main à son petit frère. Je trouvais ça tellement le fun comme histoire. Tu sais, on aime ça, des histoires d'entreprise au podcast. Je vais vous en raconter, en fait, avant le podcast pour que vous les connaissiez davantage. C'est pas pour vous vendre de quoi, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pour vous faire découvrir une belle histoire entrepreneuriale. Et puis, si ça vous intéresse, allez visiter leurs réseaux sociaux. C'est vraiment une très belle histoire. Alors, je vais vous lire le texte comme Cathy me l'a envoyé. C'était tellement bien écrit que je trouverais ça vraiment dommage de ne pas le raconter tel que dans ces mots. Alors, ça va comme suit. Donc, ce n'est pas un secret pour personne, comme vous le savez. L'immobilier est en pleine progression, en pleine explosion depuis le début de la pandémie. C'est un domaine, en fait, en pleine croissance. Là. Ça n'a pas de misère présentement tout dans l'immobilier, que ce soit des agents ou quoi que ce soit, des entreprises en rénovation. C'est en pleine croissance. Donc, les constructions de plex, immeubles, multilogements sont en très grande demande présentement. C'est donc dans un contexte d'explosion du marché que la grande sœur a décidé d'aller rejoindre son petit frère, c'est-à-dire 45 ans et 40 ans. Le groupe Firma est situé à l'île Perrot, pour ceux qui se demandent, et c'est une jeune entreprise fondée en fait, il y a 3 ans par Jérôme Thibault et Yannick Poisson-Michel. Et la rencontre des deux c'est une très belle histoire. Écoutez ça, j'en avais le frisson quand je l'ai lu. Il y a 3 ans, Yannick est un entrepreneur et il avait une compagnie de construction qui se nommait Rocket Hammer. Et Jérôme est en Suisse. Le travail de sa blonde l'a emmené là-bas. Il lit les journaux de Montréal et voit un article à propos de Rocket Hammer dans le journal. Jérôme capote sur les réalisations de cette jeune compagnie, appelle le propriétaire de la compagnie, Yannick, et il se rend compte au retour de la Suisse de Jérôme. Et puis, ils ont tripé sur un futur partenariat ensemble. Et boum, voilà qui est né le groupe Firma. Compagnie en gestion immobilière, ils sont donc aujourd'hui des grands chums, devenus des amis. Tu sais, c'est vraiment ça. Des fois, on dit, il ne faut pas se lancer entre amis en affaires, quoi que ce soit. Mais dans leur cas, c'est en se lançant en affaires qu'ils sont devenus des grands chums. Incroyable. Et comme ils sont dans le jus tout le temps, Jérôme a demandé à sa petite sœur si la gestion immobilière l'intéressait. Et en fait, sa grande sœur, parce que vous comprenez, les 45 ans, 40 ans, et plutôt que la gestion scolaire. Donc, passer du domaine scolaire à l'immobilier. Assez rare, merci. 21 ans comme prof, 1 an et demi comme directrice adjointe d'une école secondaire. C'est quand même un gros guess, puis surtout un énorme revirement de situation dans son cas. Il faut dire qu'il y a 3 ans, elle avait gagné un assez gros montant, disons-le, à l'émission Face au mur à TVA. Son frère lui a alors suggéré d'investir en immobilier plutôt que de mettre ça à la banque. Elle a alors eu la piqûre pour l'immobilier, en plus que son père est un entrepreneur général, alors que les 2 par 4, disons, dans leur famille, ils connaissent ça en masse. Et présentement, le groupe Firma a le vent dans les voiles, comme plusieurs gens dans l'immobilier. Ils sont en train de travailler sur des nouveaux bureaux pour l'hiver 2021. Alors, un gros merci, groupe Firma, de votre implication dans le podcast. Et puis, je vous suggère, je vais mettre les liens dans l'épisode sur mes réseaux sociaux. Allez visiter leurs réseaux sociaux, leur site web, voir leurs réalisations. Si ça vous intéresse, bien sûr, le groupe Firma. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite un excellent épisode sur les ondes du Made in Québec podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui, c'est le premier épisode, je pourrais dire vraiment premier épisode parce qu'on va avoir un live diffusé au début du mois de janvier qui a été tourné le 23 décembre en direct, comme vous le savez, avec Éric Champoux et Étienne Dano
en direct de la Chambre. Et puis là, aujourd'hui, c'est le premier vrai épisode du Made in Québec podcast saison 2 en 2021. Donc, vraiment très heureux de pouvoir présenter mon invité d'aujourd'hui qui, vous le reconnaissez probablement, ceux qui sont visuels présentement dans YouTube, Gilbert Delorme, ancien défenseur du Canadien de Montréal et de plusieurs autres équipes qu'on va mentionner plus tard dans l'intro, et également analyste, comme vous le connaissez, à 91.9 Sport ainsi que RDS, Réseau des sports. Alors, c'est vraiment un plaisir de pouvoir te recevoir aujourd'hui dans le podcast, Gilbert. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, Antoine. Pas de problème, il n'y a pas de trouble. Ça fait plaisir. Tant mieux. Écoute, on va faire un topo comme on fait toujours avec mes invités pour expliquer ta carrière, comme j'expliquais. Donc, je vais emmener mes notes un peu plus proches parce que ceux qui le savent, je suis myophe et c'est pas évident. Surtout que j'écris mal. Donc, oui, ça va vraiment bien à donner parce que présentement, ceux qui se demandent, on tourne un 28 décembre, donc c'est en plein championnat mondial de hockey junior et tout juste avant le début de la saison du Canadien de Montréal. Donc, c'est pourquoi j'ai, pour la première fois dans le podcast, un chandail de hockey sur le dos et ça vaut la peine pour l'occasion. Et donc, oui, pour commencer, en 1981, tu as fait partie de l'équipe canadienne au championnat du monde de hockey junior. Et donc, c'est vraiment concept avec ce qu'on vit présentement. On va en parler tantôt de ton expérience au championnat mondial. C'est vraiment intéressant. 1978, on remonte de quelques années. Tu joues pour les Saguenay de Chicoutimi, 3 saisons. Vraiment des statistiques hallucinantes. Vraiment, ça a été des records par-dessus records dans ton cas. Choix de première ronde en 1981 du Canadien de Montréal, 18e au total. Tu as joué également ta première saison, dès la première saison éligible avec le Canadien de Montréal. On connaît un peu l'historique des jeunes qui embarquent tout de suite avec le Canadien de Montréal. Souvent, on ne fait pas confiance aux jeunes. Dans ton temps, c'était peut-être différent. On en reparlera aussi plus tard dans le podcast. 1983, après 2 saisons, tu as été échangé au Blues de Saint-Louis avec, j'avais noté, Greg Doug Wickenheiser. Oui, c'est ça. Et Doug Wickenheiser, lui, je le connaissais, mais Greg Palowski, désolé, j'ai 28 ans, je ne le connaissais pas partout. Et puis, en retour de Perry Turnbull, en tout cas. Si le nom ne me dit rien, ça doit être ça que ça veut dire. 1985, échangé au Nordique de Québec. Très belle expérience que j'ai hâte d'avoir tes impressions là-dessus. En retour de Bruce Bell. Ça sonnait très bien également. 1986-87, échangé à Détroit avec Brett Ashton. Ça, c'est un goon, si j'ai une bonne mémoire, avec les Nordiques. Non, c'est un bon ailier gauche, Brett Ashton. Ah, OK, c'était pas lui, je pensais. Il n'y avait pas un goon qui avait... Oui, mais oui, c'est Basil McCree qui ont reçu en retour avec Doug Shedden. Il y avait Doug Shedden là-dedans. Il y avait John O'Rodnick également. Ouais. C'est ça. Tu as une bonne mémoire parce que c'était tous les noms que j'avais notés. C'est ça qu'on s'en rappelle quand on est échangé contre quelqu'un, j'imagine. Donc, 1989, tu as signé à Pittsburgh dans la grande équipe avec Mario Lemieux. C'est parce qu'il arrivait dans la Ligue nationale là, dans ces années-là. Ça a été vraiment une belle épopée par la suite parce que Mario Lemieux a gagné la Coupe Stanley avec les Pingouins en 91. Et puis, on connaît par la suite le succès que les Pingouins ont eu. Par contre, toi, tu as eu une grosse blessure qui t'a fait rater la saison 90, une blessure à la jambe. Et puis, ça t'a fait rétrograder dans les mineurs. Et là, en plus, les Pingouins ont gagné la Coupe Stanley l'année suivante, ce qui a dû être assez difficile. 93, tu as pris une pause. Tu es devenu entraîneur adjoint des Lumberjacks de Cleveland. Et puis, 94, tu es revenu sur tes patins dans une dernière saison avec les Wings de Kalamazoo. Qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui, parce que c'est un drôle de... ça existe encore. Ça existe, OK. Ça existe encore, mais dans East Coast League. Là. Dans le temps, c'est la Ligue internationale, là, c'est la East Coast League. Là. La East Coast League, OK, parfait. Et la Ligue que David Dernay a eu beaucoup de succès. De 1998-99, tu as pris le poste d'entraîneur adjoint des Moose du Manitoba dans la Ligue internationale. Et aujourd'hui, une Moose, je sais qu'il est dans la Ligue américaine, dans le fond. Là, c'était le club des Jets, je pense. 2000, entraîneur adjoint du Rocket de Montréal et non de Laval. 2 saisons. Et par la suite, tu es devenu entraîneur-chef du Rocket 2002-2003 dès cette saison-là. Tu as été également propriétaire d'un Tim Hortons. Ça, j'ai hâte d'en parler avec toi. Ça me fascine. À Saint-Basile-le-Grand. Et par la suite, ton chandail numéro 5 a été retiré par les Saguenayens de Chicoutimi en 2008 après 277 points en 3 saisons.
C'est assez hallucinant, merci. Pour un défenseur, là, je tiens à rappeler. Et tu es devenu analyste de hockey au Réseau des sports ainsi qu'à 91.9 Sports, comme j'expliquais plus tôt. Donc, c'est un topo. J'essaie de couper ça le plus court possible, mais tellement une belle, grosse carrière remplie de succès qu'il fallait la dire comme qu'elle est. C'est bon. Alors, Non, t'as pas mal résumé ça. Là. Écoute, on s'est promené pas mal. On a fait beaucoup de villes. Tu as mentionné Cleveland, Kalamazoo. J'ai joué aussi à Muskegon, au Michigan, Winnipeg. Fait que, à un moment donné, c'est beau se promener, mais quand on a des enfants, les enfants grandissent, c'est plus difficile un petit peu. Ils commencent l'école et tout ça. Donc, la stabilité, c'est important. Puis, c'est un petit peu pour ça qu'on est revenu ici, là, que j'ai coaché le Rocket de Montréal. C'était pour se rapprocher là, parce qu'on était partis, nous autres, tout le temps. Mes enfants sont nés, les 3 enfants sont nés aux États-Unis. Fait que là, on voulait se rapprocher de la famille. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis écoute, on n'est pas reparti depuis le temps, là. C'est correct. Ben oui, t'es bien installé ici. Puis, dans le fond, c'était-tu Serge Chavard qui t'avait approché quand je pense que c'était Serge Chavard qui avait le Rocket à l'époque? Exact. Mais moi, c'est Serge Chavard Junior qui était. C'est M. Savard Senior qui était propriétaire, mais Serge Chavard Junior était le directeur général. Puis, moi, j'ai appliqué comme assistant coach. Puis, lui m'a dit que c'était Gaston qui était son coach. Fait que là, j'ai rencontré Gaston. Ça a cliqué avec Gaston Terrien. Puis, écoute, on a travaillé 2 ans et un petit peu plus que 2 ans jusqu'à temps que Gaston se fasse congédier. Après ça, moi, j'ai pris la relève là, pour la fin de l'année. C'est 2001-2002. Après ça, la saison 2002-2003. Fait que j'ai été à Montréal avec le Rocket les 4 ans, là, vraiment, que le Rocket était à Montréal avant qu'il s'en aille du côté de l'île du Prince-Édouard. Ouais. Ah oui, c'était je me rappelle encore. C'est de valeur un peu que ça n'avait pas tant fonctionné. On connaît le marché de Montréal, c'est un gros marché de hockey, mais on dirait peut-être que le fait qu'ils jouent au Centre Bell, c'est un marché qui est occupé seulement par les Canadiens de Montréal. Même l'Armada, j'ai été photographe pendant 3 ans pour eux, puis on avait un peu cette crainte-là que ça refasse un peu comme le Rocket, mais là, on va toucher à la Couronne Nord. On est vraiment un bassin de partisans qui est complètement différent du Canadien. Je ne sais pas si... Est-ce que tu avais peur que ça refasse un peu ça avec le Rocket de Laval, qu'on vive les mêmes Non, moi, écoute, on ne s'attendait pas. Je pense qu'ils font une bonne job là, au point de vue publicité et tout ça. Puis, c'est du bon hockey. Écoute, c'est des bons calibres. Puis, c'est les superstars, les joueurs de demain dans la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce qui est arrivé avec le Rocket de Montréal, le junior, c'est qu'au début, on jouait à l'Arena Maurice-Richard. Puis c'était difficile avec la ville. On n'a pas vraiment eu de break là, avec la ville au point de vue du stationnement. Puis les gens attendaient une éternité pour rentrer et se stationner. Puis il fallait payer. Fait que, à un moment donné, là, c'est du hockey junior. Là, tu t'envoies une game de hockey, ça te coûte 10$. Il ne faut pas que ça te coûte 15$ de parking. Là, parce que ça ne marche pas. Là. Ça, c'est vrai que c'est un gros problème. C'est la même chose avec le Centre Bell. Le Centre Bell, c'est bien beau, parfait. On joue au Centre Bell, c'est parfait, c'est beau. Mais là, tu veux te stationner, là, tu te stationnes en dessous, puis c'est ça. Là, puis tu vas avoir un vlog, une bière. C'est du hockey junior. C'est ça qui arrive. C'est pas le Canadien de Montréal. Puis, parce que le calibre est bon. C'est une belle ligue. Écoute, les gars se donnent et tout ça. Mais en même temps, peut-être qu'on aurait été mieux de jouer sur la Couronne Nord au début, ou peut-être ça arrive sud, je ne sais pas. Mais à Montréal même, les gens sont gâtés à Montréal. On a le Canadien de Montréal, puis c'est un historique derrière le Canadien. Ils ont gagné des Coupes Stanley, puis ils sont gâtés. Fait que, même le Rocket de Laval, moi, je trouve qu'ils font une bonne job au niveau relations publiques, parce qu'ils attirent quand même 6-7 000, des fois, ils ont c'est un guichet fermé, mais ils font une bonne job. Ils font une bonne job, écoute, mais c'est pas facile. C'est pas facile du hockey dans la région de Montréal quand tu t'appelles pas les Canadiens de Montréal. Non, ça, c'est certain. Puis en plus, d'avoir un aréna, exemple, dans le cas d'un club junior qui joue dans un aréna comme le Centre Bell, tu as 21 000 places. Quand même bien que tu as 5 000 personnes dans une game de hockey junior, ce qui est très bon. Ça a l'air vite. C'est un peu comme le centre Vidéotron. C'est le même principe. Il aurait fallu qu'ils mettent des rideaux pour fermer au moins le haut et tout ça, mais c'est beaucoup de dépenses. C'est fun que c'est sûr que c'est le fun de jouer là, parce que où on s'habillait, les vestiaires, on était bien, les installations, c'était parfait, l'aréna, la glace, tout ça, c'est parfait, mais en même temps,
si tu as une game, là, mettons, tu as 3 games dans la semaine, là, tu joues, mettons, le dimanche, le mardi, puis le jeudi, là, on va dire, affaire rendue au jeudi, là, quand tu as 2500, là, à troisième match dans une semaine, tu as 2500 personnes au Centre Bell, c'est pas beaucoup. Là. Ouais, puis... C'est comme une game de ligue de garage. Là, fait que c'est pas, pour les gars, c'est pas excitant. Non. Mais en même temps, les gars ont une job à faire. Puis mais c'est le fun de jouer dans le hockey. Moi, j'ai joué à Chicoutimi, c'était un hockey. C'est un marché de hockey junior. C'était plein, c'était le fun. Partout où tu allais, on était plus connus et tout ça, avec notre jacket des Saguenayens, tout ça, c'était le fun. C'est pas... Montréal, c'est le Canadien. Le Canadien, puis on est gâtés. C'est sûr que le Canadien a eu beaucoup de succès, puis c'est pas facile d'imiter le Canadien, mais on dirait que les gens embarquent un petit peu moins là, derrière le junior, mais qu'est-ce que tu veux? Ça a toujours été. Ouais, il y a même eu Junior de Montréal. Là, tu as eu Junior. Dans le temps, moi, où je jouais Junior, à un moment donné, tu avais, Sorel avait déménagé à Verdun, tu avais les éperviers de Verdun, tu avais le Canadien Junior, tu avais le National de Laval, qui est devenu par la suite les voisins de Laval. Tu avais 3 clubs là, dans la région de Montréal. C'était à Saint-Hyacinthe, excuse. Non, mais c'était pas là. Non, dans ce temps-là, le laser, ça n'existait pas. Là. OK. Ça n'existait pas. Moi c'était la première année, c'est le National de Laval. Après ça, tu avais les éperviers de Sorel, puis tu avais le Titan, c'était après? Le Titan de Laval? Oui, le Titan, c'est, je te dirais, ça a commencé probablement dans les années 86-7, dans ce bout-là. Okay. Dans ce bout-là, mais moi, on parle des années 70. Okay, ça fait plus longtemps. Je suis vieux, moi. Tous les jeunes, moi, je suis vieux. Ça paraît pas, là. T'es en shape encore pour ton âge. Oui, pas pire. On essaie de se maintenir pas mal. Ouais, c'est ça. Dans ton cas, la forme physique aussi dans ta carrière, ça a toujours été un point très important de ce que je comprends. Tu t'entraînais beaucoup, même tu faisais des capsules d'entraînement. Tu promouvois aussi des équipements comme on voit aujourd'hui avec, je pense, une affaire de Power Shot au niveau du hockey. Power Shooter Pro. Le Power Shooter ça. Pro. Ah, ça a l'air vraiment le fun. En tout cas, ça te donne le goût de shooter une coupe de puck, surtout quand t'as pas une patinoire chez vous. Surtout quand t'as pas de glace. Surtout, là, on est confinés. Le hockey mineur, il n'y a pas de hockey mineur. Les jeunes ne peuvent pas vraiment... Ils peuvent patiner, oui, mais tu sais, cette machine-là, tu peux pratiquer partout, dans le sous-sol, dehors, dans ton entrée de garage, il n'y a pas de problème. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que la rondelle revient tout le temps. Bon, on d'aller chercher la rondelle, elle revient tout le temps. Tu lances. Puis, c'est bien, tu sais, Power Shooter Pro, c'est une belle machine. C'est quelque chose que ça fait longtemps que les concepteurs ont travaillé dessus. Ça a commencé avec une boîte en plywood. Vraiment, là, on est rendu vraiment high-tech. Il y a des choses qui s'en viennent là, avec la technologie. Tu vas pouvoir savoir à quelle vitesse tu lances. Vraiment, tu vas pouvoir être en ligne avec tes chums et te comparer tout ça. Donc, ça va être le fun. Ça va être intéressant. C'est-tu la même affaire que... Ouais? C'est un beau concept. C'est vraiment le fun. Oui. C'est la même affaire qui avait passé au Dragon. Je me souviens d'avoir déjà vu une affaire de même. Ah, OK. C'était lui. OK. Ben oui, c'est le même, exactement. C'est Kevin qui lui, écoute, lui, parti ça, lui, il disait, moi, là, si on en vend une couple, là, moi, c'est juste pour aider ma fille. Sa fille est autiste, puis, tu sais, il voulait bâtir un petit fonds pour sa fille, pour plus tard et tout ça. Mais, tu sais, il est venu me voir avec ça, puis, écoute, il a vraiment travaillé là-dessus, il a perfectionné ça, il a trouvé des investisseurs, puis, écoute, c'est sûr que le timing là, avec la pandémie et tout ça, là, le timing est bon là, parce que tu te procures ça, tu peux t'entraîner n'importe où, tu peux traîner ça dans ta valise de char, tu t'entraînes dans ta chambre d'hôtel, dans le passé, n'importe où. Tu peux lancer des rondelles, puis c'est important parce que les jeunes d'aujourd'hui, là, ils sont habiles, ils ont beaucoup d'habiletés individuelles, au niveau du patin, maniement de rondelles et tout ça. Mais moi, pour avoir été impliqué beaucoup dans le hockey mineur, je trouve que qu'est-ce qui leur manque beaucoup, c'est de la force. La force dans le tir. Les jeunes n'ont pas de shot. Ils n'ont pas de shot. Non, mais tu sais, tu vas pratiquer, même si tu pratiques 2 fois par semaine, là, tu vas lancer combien de fois dans une pratique? 15, 20 peut-être, tu sais. Tandis que là, tu peux faire des centaines de lancers avec cette machine-là. Il y a des élastiques qui sont interchangeables pour pas améliorer, mais pour la résistance. Tu vas monter la résistance avec des élastiques un petit peu plus durs. Puis tu en as aussi pour des jeunes. On a des rondelles plus légères aussi pour les très, très jeunes, s'ils veulent vraiment faire ça. Là, on a le kit au complet.
C'est vraiment une belle machine. Ça a l'air de fun. Je te vois faire ça tous les jours, puis ça donne le goût. Powershooterpro.com pour les gens qui seraient intéressés. Là, tu vas sur le site, puis écoute, c'est livré chez vous, puis c'est garanti, aucun problème. Ouais, écoute, c'est une belle plug, puis j'incite les gens à en profiter pour aller faire un dernier cadeau de Noël. Il n'est jamais trop tard. non, mais c'est parce que là, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir retourner dans les arénas, on ne sait pas quand est-ce que les jeunes vont commencer à jouer au hockey. Ouais, c'est long. Et au moins, si, en attendant, si tu peux aller patiner, puis tu peux pratiquer tes tirs, tu peux pratiquer tes mises au jeu là-dessus, tu peux tout faire. Les lancers du poignet, les lancers frappés, les lancers du revers, tu peux tout faire là-dessus. Donc, au moins, c'est encore ta shot. Là, le patin, là, on peut. Les jeunes, ils vont l'avoir, le patin, parce qu'ils sont habiles, ils vont s'entraîner et tout ça, mais qu'est-ce qu'on entraîne moins souvent, c'est le lancer, puis c'est important. Tellement. Très important. Tu me fais penser à de quoi? Moi, c'est un peu bizarre, mais peut-être c'est les idoles un peu des jeunes aujourd'hui. On pense à des Patrick Kane, des Connor McDavid, n'importe qui, là, Crosby, whatever. C'est tous des gars extrêmement habiles avec la rondelle, qui ont des mains qui sont fluides, un coup de patin incroyable, mais ne sont pas reconnus pour leur puissance dans leur lancer. Il y en a un bon, on s'entend, mais c'est pas leur renommée un peu comme Ovechkin, mettons. Non. C'est peut-être pour ça que les jeunes d'aujourd'hui s'identifient à ça. Puis quand tu vas à patinoire, tu vois le gars, il veut déculotter tout le monde. Il fait pas de puck, il fait pas de passe, il mange de puck un peu. C'est peut-être ça un peu de gars midget 3 qui sont sous des conquérants puis qui fait 3-4 tours sur la glace. C'est peut-être la différence parce que moi, j'ai 28 ans, là, mais à mon époque, 2002-2003, quand j'étais, mettons, entre 10 et 12-13 ans, j'allais à la patinoire, puis je restais devant la bande, puis tout ce que je faisais, c'était un peu la job du Power Shooter Pro. Tout ce que je faisais, c'est je voulais défoncer la bande avec mon shot, puis c'était de frapper le plus fort possible parce que mon idole, c'était Sheldon Surrey. C'est vraiment la différence. Sheldon Surrey, il n'y avait pas de coup de patin, il n'y avait pas de main, c'était son shot, puis la puissance de son tir. Et ça me fascinait de voir les goalers qui se penchaient quand la puck arrivait aux oreilles. Tu voulais imiter ça, mais là, il n'y en a pas à part chez Weber, je pourrais dire, mais ils l'utilisent pas. Ils ont des bons tirs, les gars, mais vraiment, là, tu peux te démarquer. Là, tu as parlé d'Ovechkin tout à l'heure, c'est incroyable, Ovechkin, c'est ça. Tu en as quelques-uns dans la ligue, là, Patrick Kane à Winnipeg, tu as des... Mais dans le temps, il y en avait, dans mon temps, tu avais des Al McGuinness, ces gars-là, il y avait des bons tirs et tout ça. Mais les défenseurs surtout. C'est important de s'entraîner, oui, travailler sur tes habiletés, tes mains, ton jeu collectif, c'est sûr, mais si tu es capable de démarquer avec un lancer, on parle lancer du poignet, n'importe quel tir, là, tu vas te démarquer, là, et tu vas te faire remarquer en calvasse, ils vont dire, hey, à égalité, là, tu prends deux gars qui sont égaux. S'il y en a un qui a un canon, puis il y en a un autre qui a un lancé bien ordinaire, tu vas prendre le gars avec le canon, là. Ben oui, puis c'est ça qui manque. Regarde, avec le Canadien, on dit que le jeu de puissance ne fonctionne pas, mais dans les dernières années... Là, on travaille là-dessus, là. On travaille là-dessus, là. Oui, ça s'en vient, là. Dans les dernières années, là. Oui, on travaille là-dessus. J'ai hâte que ça commence. Ça va être intéressant, ça va être le fun. Justement, parle-nous de ça. J'avais noté, je voulais entendre tes impressions parce que là, le podcast va être diffusé probablement avant le début de la saison qui est supposé débuter. Je dis bien supposé parce qu'on n'est pas à l'abri d'un revirement, mais c'est supposé débuter le 13 janvier. Qu'est-ce que tu penses des derniers mouvements de Marc Bergevin? Là, aujourd'hui même, il y a eu la signature de Corey Perry, le bon vieux Perry qui était, je pensais qu'il était fini. Ça a l'air qu'il y a encore un peu de jus dans le tank. De ton côté, est-ce que tu es d'accord avec ces transactions ou ces signatures-là? Moi, je trouve que Bergevin fait toute une job à date depuis que le Canadien s'est fait éliminer là, à l'automne. Vraiment, là, Josh Anderson, Tyler Toffoli, Jake Allen dans le net, ça va être important aussi. Puis un gars comme Corey Perry, il ne faut pas oublier, les gens vont dire il a 35 ans, 36 ans, je sais pas, je pense que c'est 35-36. Il a ralenti, il est moins vite qu'il était. Il est encore efficace. On l'a regardé dans les playoffs l'année passée. Il a été bon. C'est sûr qu'il ne jouera pas 20 minutes par match, mais moi, juste d'avoir un gars dans le vestiaire qui a gagné une Coupe Stanley, n'oubliez pas qu'il a gagné une Coupe Stanley quand Anaheim, lui, là, dans le temps, là, quand il était plus jeune. Il sait exactement qu'est-ce que ça prend pour gagner. Fait qu'il va pouvoir aider. Moi, je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher. De un, il ne coûte pas cher. C'est le minimum, là. À cette heure, c'est le minimum dans la ligue, là. Ouais. Le gars, il n'a pas besoin d'argent, il a fait son argent et tout ça. Donc, moi, je pense que lui, il veut juste continuer à jouer. Puis, je pense que
la façon que le Canadien il a présenté ça, c'est probablement, écoute, on a besoin d'un vétéran comme toi, un bon gars avec les jeunes, il faut pouvoir leur montrer des choses. Ça se peut que tu ne joues pas tous les matchs, probablement qu'il ne jouera pas tous les games, mais c'est pas grave. Mais d'avoir un gars comme ça qui va guider les plus jeunes, les Nick Suzuki, tous ces gars-là qui montent, là, ben, c'est important. Les Jonathan Drouin, tous ces jeunes, même Philippe Danault, parce qu'on a beaucoup de jeunes. Josh Anderson, il n'est pas vieux. Tyler Toffoli, il n'est pas vieux non plus. Il a quoi, 27, 28 peut-être? Même si il a déjà gagné la coupe, lui, avec. Non, mais c'est ça, le 28, les bons leaders. 28 ans. Mais c'est lui qui a gagné la coupe aussi. Donc, ça, c'est important. Le gars, lui, il sait que ça prend pour gagner la coupe. Puis il a eu l'expérience, il a joué avec des compétiteurs, puis il a joué avec des Drew Doughty, puis avec ces gars-là. Fait qu'il va pouvoir dire aux gars, hey, les boys, dans une situation comme ça, il faudrait peut-être réagir comme ça. Puis, les gars, avec l'expérience qu'ils ont, ils l'ont vécu, là. Ouais. Ben, les gars n'ont pas le choix de fermer la gueule et d'écouter, là. Moi, sincèrement, je pense que Benjamin fait toute une job. Puis, je regarde passer ça aujourd'hui. C'est sûr qu'on a annoncé Corey Perry là, le matin, là, mais je regarde passer ça sur les réseaux sociaux. Il y en a toujours des smats, là, il avance plus, il est slow. Faites attention, le gars, là, c'est un vétéran, c'est un bon vétéran, puis il y a une raison pourquoi que le Canadien le fait venir, là. Puis sûrement qu'ils ont expliqué qu'est-ce qu'ils voulaient de lui, là. Hey, regarde, tu vas guider nos jeunes, tu as de l'expérience, puis non seulement ça, c'est qu'un gars comme ça va pouvoir aider aussi le coaching staff. Ah oui. Dans certaines situations, là, comment est-ce qu'on va réagir? C'est le fun d'avoir des vétérans, même de 35, 36 ans, on dit tout le temps que le coaching staff, il va voir chez Weber, il va voir Carey Price, il va voir les Jeff Petrie. Ben, tu rajoutes un gars comme Corey Perry, puis tu donnes ton point de vue, puis ça peut aider vraiment le coaching staff. Moi, je pense que c'est très bon. Puis en plus, c'est sûr que c'est beaucoup d'argent, 750 000, tu vas me dire, mais dans le hockey d'aujourd'hui, c'est des peanuts. Ouais. Dans mon temps, c'était une fortune. Là. Il n'y avait pas personne qui faisait ça, là, mais à cette heure, c'est des peanuts. C'est le salaire minimum. Là. Ouais, moi, je pense que c'est une bonne signature, puis je suis bien content, puis j'ai hâte que ça commence. C'est sûr, c'est un bon move. On le sait, moi, la première chose qui m'est venue en tête, c'est ses performances en série, pas de là 15 ans, parce que c'est un joueur tout étoile, 3 fois médaillé d'or aux Olympiques. Ça aussi, ouais. C'est un gagnant, le gars, puis il sait comment gagner. Mais c'est ses performances en 2020 dans la bulle à Toronto, Edmonton. Oui. C'était très bon. Là. Très bon. Il a fait, je pense, 7 buts. C'était un des bons marqueurs, si ce n'est pas un des meilleurs des Stars de Dallas qui sont allés en finale de la Coupe contre toute attente la dernière saison. Je pense qu'il a prouvé, le gars, qui est capable encore de marquer des buts importants. Et en série, tu vas souvent voir des vétérans de même qu'on pense qu'ils sont finis parce qu'il avait scoré, je pense, 10 buts dans la dernière saison. Et là, il en a fait 7 en play-off. Mais c'est un gars de caractère, puis c'est un gars des gros buts importants en fin de match. Il se met devant le net. Il n'a pas peur de manger des coups encore. Il est gros, il est dur à tasser. Puis il y a des bonnes mains, mine de rien, même s'il n'y a pas le coup de patin qu'il avait à 20-22 ans. Fait que, il n'a jamais été marchand de vitesse, là. Non, mais c'est sûr que son style, début des années 2005-2007, ça fitait plus dans cette Ligue nationale-là qu'aujourd'hui. C'est plus rapide aujourd'hui. Fait que ça paraît plus. Ouais. Mais non, écoute, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne addition. Puis moi là, j'ai aucun problème avec ça. Puis écoute, c'est un gars qui a encore sa place. Puis comme je te dis, d'après moi, il ne jouera pas tous les matchs, mais en même temps, c'est pas grave. Il sait à quoi s'attendre, puis moi, je pense qu'il va faire toute une job, puis ça va être dans le vestiaire, l'expérience, le vécu que ce gars-là a, là, ça vaut de l'or, ça. Puis c'est quelque chose qui nous manque. C'est quelque chose qui, tu sais, t'as Weber qui était là, t'as Price, mais ces gars-là, ces gars-là n'ont pas gagné de Coupe Stanley, là. Jamais, là. Pour aller à un autre niveau, là, ça prend des gars comme Toffoli qui ont gagné, ça prend des gars comme Perry qui ont gagné. Jake Allen, il a gagné aussi il y a 2 ans. Là. Il était là. C'est pas lui qui gaulait, mais il a gaulé dans la saison. Tout ça, il a fait le job. Là. Fait que, tu n'as pas le choix d'écouter ces gars-là. Moi, je pense qu'on va avoir une bonne saison. Surtout une saison écourtée là, de 56 matchs. On n'a pas le choix il faut que ça commence raide. Puis tu ne peux pas te permettre de perdre, de commencer, mettons, les 10 premiers games, puis tu gagnes juste 2 games, tu en perds 5, puis tu en annules 3. Tu es déjà dans la marde, là. Sérieux, là. Tu es déjà dans la marde. C'est sûr, tu peux pas. Fait que c'est important d'avoir un bon début de saison. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va gérer. Je ne sais pas si tu as vu la cédule.
Mais Et il y là a là, il y a des games, là, c'est 3 collé, matchs collé, contre la collé. même Là. équipe, c'est Ouais, tout le temps. Je pense qu'on commence comme excitant. Toronto, Edmonton, après ça, Vancouver 3 fois. C'est beaucoup de games en pas grand temps. La division canadienne, division Nord, la division canadienne, moi, je pense que ça va créer des Des rivalités comme rivalités. c'était Aïe, aïe, aïe. dans le bon vieux temps avec la division Adams, les Nordiques, le Canadien, les C'est Whalers, cœur, les hein? Sabres de Buffalo, les Blues de Boston. Ouais. On jouait 8 games contre chaque équipe. Fait que, rendu à 7e game contre les Nordiques, là, on savait à Calvas ce qu'ils faisaient. Puis, c'était le fun. Puis, il y avait une rivalité qui se bâtissait à chaque match. Puis, c'était Tellement. vraiment extraordinaire. Là. Ça va être le fun. Hey, quelqu'un comme moi, moi, le plus de matchs que j'ai vu depuis que je suis né, mettons, du Canadien contre la même équipe, c'était autrefois quand on jouait 8 games par année contre Boston et Toronto, dans C'est la ça. division Atlantique, dans le fond, aujourd'hui, là, mais qui était, je ne sais plus trop quoi, l'Est ou je ne sais pas trop, là, mais fait que, on avait vraiment des rivalités contre ces clubs-là, mais on jouait 8 games par année, sans compter la première ronde qui était quasiment toujours contre Boston. Fait que, la rivalité contre Boston est à son top. Pourquoi qu'elle est moins? Ben, on joue juste 4 matchs par année contre eux. On perd cette rivalité-là. Mais là, d'avoir 3 games dans la même semaine contre Toronto, aïe, 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 j'ai regardé à la fin Ça du va être bon. calendrier, là, Ça va être bon. ça va être C'est écœurant. malheureux qu'il n'y ait pas personne dans les estrades, là, mais Aïe, éventuellement, aïe, peut-être aïe. qu'on va rentrer du monde. Là. Ouais, peut-être c'est à la fin de la saison, parce que Ouais. à partir comme là, non, là, mais on ne sait pas, Ben, peut-être qu'avec. écoute, on ne sait pas. On ne sait pas. On verra. On ne sait On va pas, mais ça serait le traverser le fun. pas, mais qu'on y arrive. C'est ça, c'est ça. Moi, la seule affaire, tu me fais penser, on parlait de Corey Perry, la seule chose qui me titille un peu, c'est Kovalchuk. Moi, j'avais adoré Kovalchuk, c'est mon idole Oui. de jeunesse, je l'admets. Pour le Canadien, j'étais Sheldon Surrey, comme je disais tantôt, mais comme joueur de hockey, c'était Kovalchuk. Je l'ai toujours trouvé spectaculaire, rapide, puissance, il y avait tout ce qu'il fallait. La seule chose, il n'est pas reconnu comme un gagnant, même s'il a déjà été à la Coupe Stanley avec les Devils. Il avait connu des très bonnes séries, mais après ça, le fait qu'il s'est exilé pendant plusieurs saisons dans le KHL, dès son retour, il n'a pas été en mesure de reperformer, à part avec le Canadien, que ça a très bien été. On avait entendu dire qu'il y avait une entente verbale avec Marc Bergevin, que dès la fin de la saison, il allait peut-être y remettre un contrat sur la table. Mais on dirait que, d'après moi, ses performances ou ses contre-performances avec les Caps de Washington en série lui ont probablement nui pour un retour avec le Canadien parce que pour le même contrat, je suis sûr que Kovalchuk aurait accepté 750 000 avec le Canadien. Un rôle certainement pas de premier temps, mais il n'a jamais gagné. Puis là, tu as un Corey Perry qui a prouvé qu'il était bon encore en série, dans la dernière série, puis qui a déjà gagné pour le même prix. Je pense que Bergevin avait à faire son choix là-dedans. Là, ça se peut-tu? Ben, écoute, tu es allé chercher Josh Anderson aussi, qui est un droitier. Tyler Toffoli, qui est un droitier aussi. Là, ça fait des droitiers pas mal. Là. Ouais. Moi aussi, je l'ai aimé, Kovalchuk. Je l'ai aimé. Moi, je pense qu'il a fait toute une job avec le Canadien l'année passée. C'est pas le fun quand il est parti. Mais en même temps, il y avait une entente verbale, mais en même temps, si lui, il pense à sa famille, il pense à lui, il est rendu à 35 ans, 36 ans, 37 ans. Il va s'en aller jouer en Russie. Il va probablement faire plus d'argent là-bas, moins de matchs. Il ne se cassera pas la tête. C'est un peu ça. C'est malheureux parce que moi, j'aurais aimé ça qu'il revienne aussi parce que je l'ai aimé beaucoup. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait de l'enthousiasme, il y avait de la vie. Il travaillait en plus, puis il était efficace, il patinait encore et tout ça, mais en même temps, on a opté pour la jeunesse qui va être ici plus longtemps. Puis, moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça aurait été le fun de l'avoir. Mais en même temps, qui nous dit pas qu'ils ont peut-être été à la pêche un peu avec lui, puis ça n'a pas marché. Puis là, ils se sont virés de bord, puis ils ont engagé un gars comme Corey Perry. Mais en même temps, un gars comme Corey Perry, peut-être moins spectaculaire que Kovalchuk, mais c'est un gars qui a gagné la Coupe, puis c'est un gars qui a beaucoup de vécu. Et, regarde, il est allé, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, il est allé en finale de la Coupe Stanley encore. C'est ça. Fait que lui, il sait à quoi s'attendre, il connaît le tabac, puis ça va aider énormément le Canadien de Montréal. Énormément. Exact. Puis écoute, je souhaite la bonne chance à Kovalchuk. Je vais la regarder avec le club de Bob Hartley, l'avant-garde de Holmes, que c'est sûr que ça va faire drôle, mais regarde, il va terminer sa carrière là-bas, puis ça a été tout un joueur, mine de rien. On va revenir sur ton parcours parce que c'est le but de parler de toi dans le podcast. Je voulais avoir tes impressions parce que je ne peux pas faire autrement. Aucun problème. On va revenir au début de ta carrière. Là, on en revient là, dans ton hockey junior. On parlait de tes années avec les Saguenayens, que là, tu as vraiment littéralement brûlé la ligue en tant que défenseur. Ça allait vraiment bien là-bas. Est-ce que,
en tant que jeune, on revient dans ta tête d'un jeune Gilbert Delorme à 17-18 ans. Je ne sais pas si c'est peut-être loin dans ta tête. On va essayer de se remettre dans le moment. À ce moment-là, est-ce que tu étais certain, toi, tu disais « Hey, ça va bien dans la Ligue de hockey junior, je vais être une vedette un jour ». Est-ce que ça peut t'avoir un peu monté à la tête ou tu avais toujours la tête froide, mine de rien, puis tu restais toujours terre à terre, même si tu voyais tes statistiques qui étaient hallucinantes? Ben, t'es seulement aussi bon que ton dernier match. Hein? Fait que, faut pas oublier ça. Fait que moi, non, j'ai jamais été un gars qui... j'aimais pas ça, trop parler des performances et tout ça. C'est sûr que c'est le fun. J'ai eu des bonnes stats et tout ça, mais il ne faut pas oublier non plus que dans ce temps-là, dans hockey junior, il se marquait beaucoup, beaucoup de buts. Hein? C'est pas... C'était pas rare que non, c'est ça. C'était pas rare qu'un club marquait 400 buts. Donc, des gars de 160, 170, 180 points, il y en avait un paquet. Puis même, on l'a vu début des années 80 avec Mario Lemieux, des 200 points et tout ça. Là, ça n'avait pas d'allure. On a vu ça dans les années 60, début des années 70 avec Sorel, avec Pierre Larouche, avec cette gang-là, 200 quelques points aussi, les Mike Bossy de ce monde et tout ça. Oui. Donc, le junior, c'est une école, je pense que c'est l'école de la vie, puis c'est le fun. Ça te prépare vraiment là, à un autre niveau. Ça te prépare au niveau professionnel parce que tu t'entraînes tous les jours. Tu joues dans le temps, on joue 72 parties. On voyait un autobus, ça c'est moins drôle un peu. Moi, jouer en Chicoutimi, c'était loin. Mais c'était le fun quand même. Puis tu apprends beaucoup. Puis moi, faire une carrière au hockey, ça ne m'a pas... je suis arrivé junior, j'avais 15 ans. J'ai commencé la saison à 15 ans. J'étais un late, c'est pour ça j'ai eu 16 ans au mois de novembre. Puis là, ça a bien été, première saison et tout ça. Mais tu sais, moi, je jouais pour avoir j'avais du fun, ça allait bien. Puis là, je suis revenu à la maison l'été. Puis écoute, il y a un agent qui m'a appelé. Puis là, il voulait me rencontrer. Puis c'est Pierre Lacroix, qui est récemment décédé. Là. Puis il est venu me rencontrer chez nous. Il m'a expliqué un petit peu ce qu'il faisait et tout ça. Il m'a dit que tu avais peut-être un potentiel et tout ça. Mais c'est pas plus que ça. Tu penses pas vraiment... Je te dirais où j'ai commencé à penser vraiment, là, c'est à ma dernière année. Mais j'ai toujours été un gars mindé, là, puis tu parlais de montage à la tête, tout ça, là, jamais, parce que moi, j'étais toujours groundé, là, puis je m'entraînais comme un maniaque. Si on avait une journée off, j'allais courir les marches, les escaliers au centre Georges Vézina, je faisais des tours, et, je m'entraînais tout le temps. Non, mais c'est ça, là, tu n'as pas le choix, là, puis... dans les entraînements, c'était toujours à 100 tout le temps. On n'avait pas le choix. Puis, la dernière saison, faut pas, dans ces années-là, là, on était moins connectés pas mal que les jeunes le sont aujourd'hui. On ne savait pas ce qui se passait. Moi là, je peux te dire, honnêtement, Antoine, là, moi, quand je suis arrivé la journée du repêchage, j'avais aucune idée où je m'en allais. Aucune idée où je m'en allais. Parce que on n'a pas eu de rencontre avec personne. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de rencontre, des meetings, là, des entrevues avec des clubs. Il n'y avait pas de combine. Tu sais, les combines, là, les gars se rencontrent et ils font les exercices. Puis ça, il n'y avait pas de ça. Fait que, tu sais, tu arrives là, au forum dans ce temps-là, tu arrives sur le plancher, puis là, tu t'assis dans les estrades, puis là, tu espères que, faire repêcher. Que ce soit n'importe où. Moi, je m'étais dit, que ce soit n'importe où, ça ne me dérange pas. Même je te dirais que le Canadien, j'étais content, là, mais tu sais, le Canadien, dans ces années-là, il n'y avait pas une bonne réputation pour faire jouer les jeunes. Tu sais, rappelle-toi, Doug O'Connor venait de commencer sa première année, puis ça avait été l'enfer. Il avait eu le premier choix au repêchage l'année d'avant, puis ça avait été une année très difficile. Ça te faisait peur? Ben oui, parce que, tu sais, moi, je vais aller jouer à Halifax. Le club ferme était à Halifax dans ce temps-là. Je vais aller jouer à Halifax 3, 4, 5 ans, tu sais, puis tu sais jamais, là, pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui rentrent, puis toi, tu n'auras jamais ta chance. C'est un peu ça dans ce temps-là. Mais on dirait que, je sais pas, le timing a été bon. Mark Hunter a été le premier choix du Canadien cette année-là. Moi, j'avais été 18e au total, mais 2e du Canadien, parce que le Canadien en avait 2 dans la première ronde. Puis, écoute, les 2, on est resté avec le grand club. Je pense que il y avait peut-être un petit peu de pression médiatique de faire jouer les jeunes et tout ça. Puis on a profité de ça. Puis on a fait la job aussi. Là, on a fait la job. Ça a bien été. Puis c'est sûr que quand tu rentres avec le gros club, puis tu as des bons vétérans comme on avait dans le temps, là, les Larry Robinson, Pierre Mondoux, Mario Tremblay, Régent Houle, Yvon Lambert, Guy Lapointe. Ça aide pas mal. Ça aide légendaire, beaucoup. Ça. Non, mais ça aide beaucoup. Les gars te donnaient des conseils. Tu te fermais la gueule et tu écoutais. Tu n'avais pas le choix. Puis c'était ça.
C'était ça, puis ça a bien été. C'était le fun. À y repenser plusieurs années plus tard, est-ce que tu penses que tu aurais dû attendre un peu avant de faire ton entrée dans la Ligue nationale, que ça aurait pu être bénéfique pour toi une année de plus Non, en développement ou non? Je pense pas, non, j'étais prêt physiquement. Tu sais, moi, j'étais un late, hein, fait que j'avais joué 3 ans junior. Hein. J'avais 3 ans junior, puis, tu sais, au point de vue physique, là, tu sais, j'avais pas de problème là, au point de vue force physique et tout ça pour rivaliser avec des hommes. C'était des hommes, il n'y avait pas de trouble là. Non, je pense pas. Puis j'ai joué 60 matchs. J'ai eu une blessure à une épaule. Malheureusement, cette année-là, j'ai joué 60 matchs. J'ai raté les séries parce que je m'étais fait opérer à l'épaule. Mais en même temps, ça a été une bonne saison d'apprentissage. Puis ça a mis à table pour une bonne deuxième année avec le Canadien. Une bonne année avec ma deuxième année avec le Canadien. J'ai presque joué tous les matchs. Je pense que j'en ai marqué 12 buts. Puis, ça avait bien été. C'est ça. Puis là, j'étais établi. Là, j'étais un joueur de la Ligue nationale. Même si l'année suivante, ça a été un petit peu plus difficile. Je ne sais pas qu'est-ce que. On effectuait des changements. Serge Chavard est arrivé, puis Jacques Lemaire est arrivé. Puis là, c'est pas, on attendait peut-être plus de moi. Je sais pas. On dirait que c'était jamais assez pour eux autres. Puis à un moment donné, je jouais pas. Fait que, tant qu'à pas jouer, là, ils ont décidé de m'échanger à Saint-Louis. Puis ça a été bénéfique. Moi, je pense qu'à Saint-Louis, j'ai aimé ça. J'ai passé 1 an et demi là-bas, presque 2 ans. C'était le fun. C'est une belle ville. C'est une ville de sport. Il y avait du football, il y avait du baseball. Les Blues étaient populaires aussi. La seule chose, c'était pas l'organisation du Canadien de Montréal. C'était, au point de vue organisationnel, là, c'était pas mal plus... broche à foin. Oui, mais pas, puis cheap, puis comparativement aux Canadiens, là, parce que les Blues avaient été. Faut pas oublier que l'année avant que j'arrive là, avec les Blues n'avaient pas eu de repêchage. Les Blues là, ont presque plié bagage, ils ont presque fermé les portes, parce que ça allait pas bien. Là. Donc là, ils ont pas eu de repêchage. C'est un petit peu pour ça qu'on s'est fait échanger là-bas. Puis M. Savard me l'a déjà dit, tu sais, le prof Caron a besoin de joueurs. Fait que là, j'ai fait comme une faveur au prof Caron. Puis il faut pas oublier ça. Puis le propriétaire qui avait acheté les Blues, il avait acheté ça pour une bouchée de pain. Puis vraiment, là, il était cheap. Tu sais, si vous voulez avoir des gants de hockey, là, une nouvelle paire de gants, il n'y en avait pas de nouvelle paire de gants. Tu avais des gants usagés. C'était vraiment, là, malheureusement. Non, c'est dur à imaginer aujourd'hui dans un club de la Ligue nationale. Ils ont des gants. Ils ont des gants faits sur mesure. Fournis par Easton, tout ça. C'est ça. Tu sais, puis des vols... les autres, des vols nolisés, il n'y en avait pas dans ce temps-là. Il n'y en avait pas des vols nolisés pantoute. C'était, tu jouais 2 games en 2 soirs, ben, tu jouais à Saint-Louis, je ne sais pas, moi, mettons, le mardi soir. Ben, là, tu allais chez vous, tu mangeais, puis le lendemain matin, tu te levais de bonne heure, puis tu t'en allais à l'aéroport parce que tu avais un vol commercial qui s'en allait à Chicago, parce que tu jouais à Chicago le soir. C'était pas. Tu revenais le lendemain. Américaine, ça n'a pas d'allure. C'est ça. C'était Bush League là, dans ce temps-là, mais il y avait beaucoup de clubs qui opéraient comme ça dans ce temps-là. Hey, c'était pas les seuls, là. En vrai, ça fait pas tant longtemps, là. Ben non, ça fait quand même. Quand même, là, mais. C'est ça. Quand même, ça a évolué. Ben oui. Ça, Gaston, quand je vois les gars, des fois, qui se plaignent, là, hey, on a joué 2 games en 2 soirs, 3 games en 4 soirs, on est fatigué. Hey, comment les boys? On va jouer dans la Ligue américaine. Tu voyais en avion privé, là, avec les pieds sur le pouf, là, puis le petit cocktail de crevette, là, puis le steak, la patente, là. Hey, relaxez un peu. Là. Il y a pire que ça dans la vie. Hein? Oui. Il fait des trajets. Moi, j'ai joué dans la Ligue internationale. Tu sais, parce que dans le temps, il y avait la Ligue internationale et la Ligue américaine. Tu sais, il y avait les deux qui étaient affiliés au club de la Ligue nationale. Puis ça arrivait souvent qu'on jouait des 3 en 3. Là. Puis, dans les villes différentes. Puis en autobus, puis tu sais, c'était pas le cocktail de crevette après la game, mais c'était une pizza, là, en arrière du poste, là, puis la titre, là, puis tu jouais le lendemain, là. C'était ça. C'est bizarre, là. Tu me racontes ça, puis tu sais, j'ai reçu des gars qui sont dans la Ligue américaine au podcast, comme Alexandre Alain avec le Rocket, notamment. C'est plus le même pantoute, là. Non, même Alex Barré-Boulay aussi, que je l'ai reçu au podcast, mais c'est plus le même, mais ça reste que, comme les gars disent, c'est sûr qu'il y a une grosse coche entre la Ligue américaine puis la Ligue nationale, là, au niveau d'être traité, mais tu sais, j'ai vu la différence entre le Rocket avec Alexandre Alain. Il n'y a pas de problème, bien traité. Souvent, il joue quand même pas trop proche. C'est sûr qu'il y a souvent des 3 matchs collés, tu sais, mais tu sais, Barré-Boulay, lui, est avec le Crunch de Syracuse, puis c'est pas du tout le même genre, même s'il dit qu'il est bien traité.
c'est différent. C'est pas le même genre d'organisation. Beaucoup de barouettage, de voyagement épuisant, ne mange pas toujours super bien. Fait que, quand il est rappelé, mettons, un match en Ligue nationale, ben là, ça ne te tente pas de redescendre en bas et de retourner faire de l'autobus. Fait que, il y a comme une grosse coche entre le traitement réservé aux joueurs de la Ligue nationale par une organisation versus la Ligue américaine. Puis, de ce que tu me racontes dans ton temps, c'était surtout entre les organisations qui avaient les coches, entre les Blues et le Canadien. C'était le jour et la nuit. Là. Ben, c'est en plein ça. Puis, même toi, quand tu allais jouer dans les mineurs, le club ferme des Blues de Saint-Louis, c'était à Salt Lake City dans le temps. Moi je n'ai pas joué là, mais j'ai joué pour le club ferme des Pingouins à Muskegon, au Michigan. Là. Hey, une affaire. Là. Je pense que l'aréna de Saint-Bruno, ici, là, est mieux. Des chambres, ça, c'était mieux. Là. Sérieux, là, c'était ça. Là, c'était tout croche. Là. C'était pas propre. C'était ça. Là, puis c'était des voyagements là, en autobus. Là, la journée de la game, des 6-7 heures d'autobus, la journée de la game, là, parce qu'on était trop cheap pour partir la veille, parce que c'était affilié. Les Lumberjacks de Muskegon étaient affiliés aux Penguins de Pittsburgh, mais avec un propriétaire. Tu comprends-tu? Le propriétaire, c'était Larry Gordon. Lui, il était propriétaire du club. Parce que lui, il avait des. Tu sais, comme moi, j'avais un contrat de la Ligue nationale, puis il y avait plusieurs joueurs qui avaient des contrats avec la Ligue nationale. Fait que les Penguins nous payaient. Mais lui, il y avait plusieurs joueurs indépendants que lui payait. Fait que, lui, il était cheap aussi. Là. Tu sais, Joe McGrath dans Slapshot, là. Tu sais, le but Slapshot, là, Joe McGrath, là. Ouais, ça c'était fait à un peu bout. près ça. Larry Gordon, c'était à peu près ça, là. Joe McGrath. Hey, ça me donne ça me donne un goût de réécouter Slapshot. La paix, je l'ai acheté l'autre jour. C'est un vrai classique. Ouais, écoute, c'était des belles anecdotes. Tu me fais penser, tu me parlais du club école des Pingouins. La fameuse saison que tu es arrivé à Pittsburgh, puis là, tu as eu ta grosse blessure à la jambe qui t'a fait rater un an complet. Là, tu vois les Pingouins gagner l'année suivante. Est-ce que j'imagine que ça doit être un certain regret de ta carrière de dire passer à ça de gagner une coupe. J'ai une bague pareil. Mon nom n'est pas sur la coupe, mais j'ai une bague quand même. Mais c'est pas. Tu sais, j'ai fait. J'étais avec le club, je voyageais avec le club. Mais tu te sens moins. Ouais, c'est pas pareil. Tu te sens moins part of the team là, quand tu ne joues pas. C'est normal. Mais ça, c'est arrivé. La première année que je suis arrivé à Pittsburgh, là, on n'a même pas fait les séries. On a manqué les séries par un point à la fin de saison. On s'est fait battre par les Sabres de Buffalo en supplémentaire. Dans ce temps-là, en supplémentaire, si tu perdais, tu n'avais pas de points. L'année suivante, c'est la deuxième année à Pittsburgh que le club a gagné la Coupe Stanley. Moi, j'ai été blessé au camp d'entraînement. J'ai manqué la saison complète, comme tu as dit. Par la suite, mais je suis revenu l'année suivante. J'étais allé au camp d'entraînement, ça allait bien, tout ça. Sauf que tu sais, quand tu arrives à 30 ans ou 31 ans, puis là, tu as des joueurs qui étaient là l'année avant, qui ont performé, puis qui ont gagné la Coupe Stanley, c'est un petit peu dur de leur voler le job, tu sais. Fait que c'est un peu normal. Je trouve que c'est normal. Fait qu'ils m'ont envoyé d'un mineur un peu, tu sais, pour être un petit peu comme le grand frère des jeunes, parce qu'on avait beaucoup de jeunes à Muskegon, puis c'était le fun. Et c'était le fun à Muskegon. C'est sûr que c'était pas, on va dire en affaire, c'était pas le luxe de la Ligue nationale, là. Ça envoyait en autobus, tout ça, mais moi, ça me dérangeait pas bien, mais j'ai toujours été pas mal low maintenance. Moi, je faisais mon affaire, puis je me préparais. Puis, juste pour te donner une petite idée, c'est normalement, les clubs, quand on voyage, on a un repas d'équipe là, avant le match et tout ça. Là. Mais nous, à Muskegon, là, parce que, mettons, on s'en a joué, je sais pas moi, à Fort Wayne ou à Milwaukee, là, ben, on arrêtait avec l'autobus là, à une sortie là, sur le bord du highway, en quelque part, où il y avait 3-4 restaurants. Là. Là, les boys, ils allaient manger ce qu'ils voulaient. Ils allaient manger au Pizza Hut, ils allaient manger à une autre place. Tu manges n'importe quelle marde avant la game. Là, c'était vraiment là, différent là, de ce que c'est aujourd'hui. Les joueurs du Rocket sont bien traités. Là. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir les installations là, à Place Belle à Laval. Là. C'est extraordinaire. Là. Puis il y a un chef sur place, il y a une cafétéria, il arrive à l'aréna le matin, il déjeune, après la pratique, il mange le lunch. S'ils veulent, ils s'amènent du lunch pour le soir chez eux. Regarde, là, ça n'a pas rapport à ce que c'était avant, là, mais en même temps. Puis comme je te dis, ils trouvent encore le moyen de chialer. Non, mais c'est ça. À un moment donné, si tu lui donnes un pied, ils veulent avoir une verge. Ils veulent avoir une verge. Si tu lui donnes une verge, ils veulent en avoir deux. C'est ça, là. C'est ça. Mais c'est quand même pas grave.
Ben, écoute, ils vont comprendre quand il est ici, ils retournent dans East Coast League, là, ils vont avoir hâte de retourner dans la Ligue américaine. Il y a une grosse différence entre les deux. Écoute, tu me fais penser, quand tu parlais de ton époque à Pittsburgh, c'était-tu dans la grosse année? Là, on savait que Mario Lemieux commençait, mais les Ron Francis, Kevin Stevens, ouais. C'est l'année, Scott Stevens était là, moi, la deuxième année, là, l'année de la Coupe, là, la première coupe, là, Craig Patrick il a échangé, il a envoyé Barry Peterson puis Tony Tanti à Hartford, ou Rob Brown, je pense. Rob Brown à Hartford. C'est Rob Brown qui a envoyé à Hartford pour Ron Francis. Il y avait Barry Peterson là-dedans aussi. Ron Francis, Ulf Samuelson, puis Grant Jennings. Ça a été, c'est Ron Francis puis Samuelson, ça a été deux joueurs clés, là, vraiment. Grant Jennings n'a pas joué beaucoup, là, mais ça a été quand même. C'est Ron Francis, c'est tout. C'est un membre du temple de la renommée. C'est un Hall of Fame. C'est un vrai de vrai. C'est une bonne personne en plus, là, vraiment. C'est un bon coéquipier, une bonne personne. Puis ça a été vraiment là. Tu sais, et même toi au centre, tu avais Lemieux, tu avais Francis. Tu sais. Jagger n'était pas encore là dans ces années-là. Jagger était là. Il était là? Aïe, aïe, aïe. C'est la première année. Mais Jagger jouait à l'aile. Pas d'allure. Jagger jouait à l'aile. Ah ouais, c'est fou, Braque. Le talent qu'il y avait dans cette équipe-là, c'était-tu Tom Barrasso dans les nets aussi? Tom Barrasso dans le filet. Mais il ne faut pas oublier que cette année-là, Tom Barrasso, sa fille, était malade. Puis il y a bien des games, même dans les séries, qui n'a pas joué. Puis c'est Frank Pietrangelo qui a gaulé, puis qui a fait toute une job. C'est sûr que Barrasso était là contre Minnesota dans la série là, puis on a gagné tout ça, mais en même temps, il y avait Wendell Young aussi qui était comme. On avait 3 gardiens de but. Wendell Young, Frank Pietrangelo, puis Tom Barrasso. Les 3 ont fait une bonne job cette année-là. C'était une équipe incroyable. Après ta carrière, as-tu resté fan d'une équipe? As-tu gardé, je ne sais pas si tu es vu que tu es avec le Montréal aujourd'hui, es-tu plus canadien ou non? Ben oui. C'est sûr que les Blues, j'ai aimé ça quand ils ont eu la Coupe Stanley il y a 2 ans. C'était le fun. Ah oui. Mais je suis plus un fan du Canadien là, parce que je fais encore beaucoup de. Je travaille beaucoup pour le Canadien, les anciens Canadiens et tout ça. Fait que, on a souvent la chance d'aller dans les loges là, quand il y a des games, rencontrer du monde, tout ça. Fait que ça serait bien maudit de prendre pour un autre club que le Canadien, mais ils nous ont toujours bien traités. Fait que j'ai pas de problème. Oui, c'est ça. On entendait souvent des histoires aussi avec les anciens Canadiens qu'il y en avait qui disaient que c'était plus comme c'était dans le temps, là, depuis que les années plus récentes du Canadien, là, qu'il y a eu des petites frictions avec certaines grandes familles, comme la famille Richard, tout ça. Là. Je ne sais pas si ça s'est. Mais je pense que c'est réglé avec Jeff Molson. Là. Tout est sous contrôle. Tout est mieux là-dessus. Bon, parfait. Bon, là, on va parler d'un autre, un autre chapitre de ta grande vie jusqu'à maintenant. Ta belle carrière remplie de succès. Après ta carrière dans la Ligue nationale, là, je veux savoir l'histoire. Ah non, attends. J'avais noté quelque chose. Je n'ai pas mes lunettes, je te l'avais dit. Il y avait quelque chose que j'ai oublié de dire. Puis avant que je l'oublie, je t'avais déjà entendu à la radio raconter une histoire sur un party dans une piscine avec Mario Lemieux. Party Raconte l'anecdote. Ben, j'avais vraiment aimé cette anecdote-là. Justement, mais je pense que c'est le lendemain de la Coupe. Mario dit aux boys, venez chez nous avec les femmes, tout ça. Tout le monde était là. Fait que là, on vient de gagner la Coupe Stanley, fait que le party point et tout ça. On a la Coupe Stanley sur place et tout ça, sur une petite table. Là, tout ça, à un moment donné, moi, ce que c'est, une gang de joueurs de hockey ensemble, les gars sont chaudettes un peu à la fin de la veillée. Puis Phil Bourque, qui jouait avec nous, il décide de plonger dans la piscine avec la coupe. Il plonge dans la piscine avec la coupe. Là, la coupe, c'est vide, ça, là. C'est gros, c'est vide. Là. Non, elle s'est remplie d'eau, là. Okay. Elle s'est remplie d'eau, là. Fait que là, c'est toute une masse à ressortir de la piscine, là, dans le fond, là, dans le creux, là. Fait que là, à un moment donné, on vient à bout de l'amener sur le bord de la piscine, puis là, on pogne le bord de la coupe, la tirer pour la sortir de l'eau. Paf! La coupe, le bol, là, nous reste dans les mains. Pété. Ah non! Je te jure. Puis le lendemain, on avait pas la parade, mais il faisait comme un genre de rallye là, à Pittsburgh. Là, il fait 2 bouts de il y avait pas ça la pointe, là, puis on était sur un stage. Puis là, il fait du duct tape. Ben oui, elle était tapée en dessous avec du duct tape parce que le bol était pété. C'était marqué ne pas prendre par la coupe parce que la coupe va briller. Ah non, il y en a aïe. Quelle histoire, pareil. Il me semble d'aller voir Mario Lemieux. Hey Mario, merci bien de nous avoir reçus. Vraiment, hospitalité incroyable. Juste by the way, la coupe est dans la piscine, puis elle pète en deux. On l'a sorti.
On l'a sorti, mais c'était pas grave. Non, ça fait une belle anecdote. Il en répare sans problème. Ben oui, vous n'êtes pas les seuls, sûrement que c'est arrivé. Regarde, on a souvent vu des coupes Memorial, les gars, ça se lève, clac, il reste un bout dans les mains. C'est déjà arrivé souvent, puis c'est pas la dernière fois que ça arrive. Bon, on va revenir à l'autre question que je voulais te poser. Après ta carrière, tu t'es lancé dans la restauration avec un Tim Hortons à Saint-Basile-le-Grand. Parle-nous de qu'est-ce qui t'a mené à décider de tout d'un coup acheter un Tim Hortons puis de lancer là-dedans. C'est complètement différent. C'était-tu un plan de carrière que tu avais déjà établi ou pas tout? Pas du tout. Dans le fond, c'est le propriétaire qui était là qui m'a offert son. Moi, je cherchais quelque chose à faire et tout ça. Puis, il m'a dit, je serais peut-être à vendre et tout ça. Mais ça a commencé avant. Parce que moi, il m'avait demandé, vu que j'étais un ancien joueur de hockey, tout ça, il m'avait demandé d'aller faire un tour la journée des camps. La journée des camps Tim Hortons à chaque année. Fait que j'ai rencontré les clients, signé des autographes, parlé au monde, tout ça. Puis, j'avais vu un peu comment ça marchait et tout ça. Puis, c'est un petit peu plus tard là, dans l'été, je me cherchais quelque chose puis, à faire, tout ça. Puis, je pensais peut-être un Subway ou quelque chose comme ça. Fait que j'ai appelé ce monsieur-là, le propriétaire du monsieur Boileau, ça va dire son nom, c'est Jacques Boileau, qui était propriétaire dans le temps. Puis je parlais un peu de ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça, un Subway, tout ça? Il dit, je sais pas, mais il dit, mon Tim serait peut-être à vendre, tu sais. Puis, ouais. Mais tu sais, Tim Hortons, c'est pas comme. C'est une franchise, hein? Fait que tu ne décides pas du jour au lendemain, tu vends, tu ne décides pas à qui tu vends non plus. Il faut que ce soit la maison mère qui approuve, puis il faut que tu passes par eux autres, puis c'est eux autres qui te rachètent, puis tu achètes deux autres. Regarde, c'est vraiment là. Tim Hortons, là, c'est une compagnie qui est. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est pas vraiment. Pas vraiment. C'est pas tout ce que le monde pense. Là. Tout le monde pense, c'est extraordinaire, tout ça. C'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages, c'est beaucoup de soucis, beaucoup de tracas, beaucoup d'employés. Puis, en bout de ligne, là, tu vends des cafés à 2$. Fait qu'il faut t'en vendre un mot du paquet de café à 2$. Mais c'était le fun parce que moi, c'était le fun parce que j'aime beaucoup le monde. Puis, on avait une ambiance pas mal. Sportif. Puis quand le Canadien était dans les playoffs, on se mettait des chandails du Canadien. Puis c'était le fun. J'avais mis des photos sur les murs pour que le monde ça sente vraiment là, comme hey, tabarouette, un ancien du Canadien. Fait que c'est le fun. On parle de hockey avec lui. Puis c'était le fun. Pour ça, c'était le fun. Pas. Pardon? Il t'empêchait pas de décorer les murs vu que c'est une franchise. Il était pas. Non, il était pas trop chaud à l'idée, mais ils m'ont laissé faire. Ils m'ont laissé faire, mais ils veulent tout contrôler. Puis c'est vraiment là. C'est pas aussi rose que le monde pense, Tim Hortons. Faites bien attention. Ah ouais, ben c'est ça. J'ai vu récemment le film Le Fondateur, ceux que ça a eu le temps d'écouter un bon film de franchisé, justement. Là, les histoires de McDo, dans le fond, c'est un peu le même principe quand ils ont décidé de franchiser tout ça. Puis le franchiseur, au départ, c'était la qualité, il fallait que tout soit pareil. Puis il ne faut pas qu'il y en ait un qui décide de faire trop à sa tête, vendre un milkshake quand les autres n'en ont pas. Là, fait que faut que tout soit uniforme. Puis c'était un peu comprenable parce que quand tu vas dans un Tim Hortons, que ce soit en Ontario ou à Sherbrooke, il faut que ça soit pareil. Là, puis même des fois, tu te rends compte que, parce que je trouve que dans les dernières années, ça s'est perdu un peu. C'est plus ce qu'on a connu dans les débuts des années 2000. Là. Je trouve que la qualité, la fraîcheur est un peu moins là, parce que c'est mon opinion. Tu as raison, entièrement raison. Ça a été racheté par Burger King. Je pense à un moment donné, je ne suis pas trop, là, ça a sûrement à vendre des patates frites. Là, fait que ça va comme perdu. Je suis bien d'accord avec toi. C'est en plein ça. Exactement. En tout cas, c'était un bout qu'il fallait qu'on parle parce que c'était quand même un bout de ta vie. Tu as eu ça combien de temps, cette Tim Hortons-là? 10 ans. 10 ans quand même, wow. OK, ça fait combien de temps que c'est terminé? Depuis 2013. Ça fait 7 ans. Ouais, c'est quand même récent, OK. Bon, mais c'est pas mal depuis ce temps-là que ça commence à battre de l'aile. Ça a bien adoré. Tant mieux. Donc, oui, là, dernier chapitre qui me reste à parler avant que je te laisse filer, je vois l'heure qui avance. Le chapitre de ta vie au niveau télévisuel, radiophonique, on t'entend à 91.9 Sport depuis déjà plusieurs saisons et à RDS également depuis plusieurs années. Le côté joueur-naliste, est-ce que ça t'a fait peur avant de te lancer dans ce domaine-là? Parce qu'on a vu des Patrice Brisebois qui ont eu beaucoup de misère avec le public. On sait que quand quelqu'un à Montréal les gens se mettent sur le dos de quelqu'un, en fait, ça vire tout le temps mal. Est-ce que toi, ça te faisait peur de te lancer là-dedans parce qu'on connaît ton franc-parler puis tu te mets un peu plus sur le spotlight, comme on dit? Ou non, tu t'es dit, moi, ça m'a pas fait Non, mais c'est justement, je pense que tu as mis le doigt sur le bobo. Il faut que tu restes toi-même.
Ouais. Faut pas te changer. Il faut pas te commencer à. Moi, je suis un gars qui parle franchement, puis j'ai des expressions, puis je parle pas à la française, puis je changerai pas ma façon de parler, puis Non. c'est de la merde, puis tu comprends, je dis ce que je pense, puis je dis qu'est-ce qu'il y en a. Si le Canadien n'est pas bon, mais le Canadien n'est pas bon. Je dirais pas que le Canadien est bon pour faire plaisir aux Canadiens, tu comprends? Ouais. Si on connaît un mauvais match, si on joue une mauvaise game, ben je regrette, ils ont joué une mauvaise game, puis lui, il en a joué une pourrie, puis un tel il en a joué une pourrie, puis c'est le même, ça marche. Ouais. Puis si Claude Julien, il dormait derrière le banc, ben je peux dire que Claude Julien derrière, moi, j'ai pas, j'ai le Canadien à cœur, tout ça, mais je suis pas payé par le Canadien. C'est sûr que RDS, c'est le diffuseur officiel du Canadien, mais en même temps, il faut que tu sois honnête avec les partisans, avec les téléspectateurs, puis les auditeurs à la radio, t'as pas le choix. Ouais. C'est blanc, c'est noir, puis c'est de même, ça marche. Puis moi, ça ne m'a pas fait peur. Puis j'essaie de rester moi-même. Puis quand il y a quelque chose à dire, je le dis. Je le dis franchement. Des fois, ça peut peut-être choquer du monde, mais regarde, je ne veux pas blesser personne là-dedans, mais c'est de même, ça marche. Puis à la date, ça va super bien. Puis je suis bien content. Ouais, bien content, écoute. J'aime ça, je suis passionné de qu'est-ce que j'aime vraiment là, qu'est-ce que je fais à la radio, à la TV, j'aime ça avec les boys, tu parles de hockey, le hockey va recommencer en plus, ça va être la fun, on va parler de la game, on va parler du 4e trio, tu sais comment est-ce que c'est, on est non mais qui va jouer sur le 4e là? Il n'y a pas une place au monde que le 4e trio fait parler autant qu'à Montréal. On a le meilleur de la ligue supposément en plus cette année là. Non mais tu comprends, je veux dire, c'est passionné à Montréal. C'est le fun, puis c'est le même, ça marche. Puis, à la radio, nous autres, c'est 91.9 Sport, on parle de tous les sports, mais en même temps, on sait très bien que quand il y a du hockey, le Canadien occupe 80-90% des ondes. Tu n'as pas le choix. Les gens sont passionnés de hockey. Oui, on va parler de soccer, on va parler de football, on va parler de baseball, on va parler de basket, tout ça, oui. Mais en même temps, le pourcentage est beaucoup moins que les gros fans de hockey, c'est sûr. Là. C'est sûr, puis en même temps, c'est tellement plus direct avec le public que c'est un couteau à double tranchant. Oups, excusez, j'ai de la visite. Ben, il y en a une. Il n'y a pas de trouble là. Non, mais des fois, ils se mettent devant la caméra pendant le podcast. Ceux qui écoutent audio, c'est un chat. Oui, c'est ça. Dans le fond, la radio, c'est beaucoup plus direct avec le public, mais en même temps, c'est un appel, une ligne ouverte. Tu ne sais jamais qui t'appelle, qu'est-ce qu'il va te dire. Mais nous, c'est plus ça. Nous autres, depuis ça fait 3 ans qu'on je fais le show du matin, les lignes ouvertes, on n'a pas. C'est très rare qu'on va ouvrir les lignes, là, mais en même temps, je pense que les gens sont dans leur voiture le matin, là, dans le char, puis ils s'en vont, ils traversent le pont dans le trafic. Là, ils veulent savoir ce qui s'est passé, puis ils veulent avoir leur juste, puis ils veulent savoir si le Canadien a une bonne ou une pourrie. Puis, là, parce que les autres, même souvent, ils n'ont pas vu le match au complet. Fait que là, ils vont arriver au bureau, puis là, ils vont pouvoir dire hey, le Canadien a une pourrie hier, puis j'entendais, lui, il a un tel, puis là, ils vont. Parce que nous, on regarde les matchs, c'est tough, là, parce qu'on se lève à 4 heures du matin et tout ça, mais on n'a pas le choix. C'est vrai, il faut vous lever tôt en maudit. Hein. Ben oui, c'est ça. Puis je suis bien content que les games soient à 7 heures. À cette heure, dans la semaine, les games sont à 7 heures, c'est le fun. Ah, mais là, ça va augmenter cette année. Là. Ils sont à 8-9 heures, j'ai entendu dire, je pense, à cause de l'Ouest. C'est parce qu'ils sont dans l'Ouest. C'est ça. T'as des games dans l'Ouest. Beaucoup de games dans l'Ouest. À Vancouver, les games vont être à 9 heures le soir, là, probablement. Là, ça va être tough pour vous autres, les gars du matin. Là. Ça va être tough. Ça va prendre du café en masse pour se réveiller, mais on a hâte ça commence. Pas du témoin. Vraiment hâte ça commence. C'est bon. Ouais, écoute, c'est vraiment le fun parce que c'est ça, je pensais souvent à la radio, même, est-ce que ça t'a fait peur quand on a entendu parler, peut-être 2-3 ans, là, quand Jean-Charles est parti, que la 91.9 va peut-être être vendu. Finalement, ça a été sauvé et ça va bien depuis ce temps-là. Mais à ce moment-là, est-ce que tu étais un peu inquiet de ton côté de perdre peut-être ton travail ou tu continuais pareil et ça te dérangeait? Ben écoute, je continuais pareil. C'est sûr que si la station s'en allait comme une station de musique, je ne travaillais pas là, c'est sûr, parce que moi, je ne suis pas un DJ loin de là. Non, ça, c'est sûr que non. Mais en même temps, on n'a pas perdu espoir. Ça a passé proche, la vente et tout ça. À la dernière minute, ça a comme pas marché. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en même temps, nous autres, on est bien contents. Depuis ce temps-là, ça va bien. Les propriétaires sont contents. Les propriétaires nous appuient, sont derrière nous autres. Puis ça va super bien. On a une belle équipe. Que ce soit nous autres le matin ou le mid-morning ou Georges et Gonzo l'après-midi, Stéphane Langdo, les gens à la fin de semaine, le soir et tout ça, je pense que les gens font un bon job. Écoute, on a le broadcast du Rocket de Laval. Là, il n'y a probablement pas de ligue américaine cette année, c'est malheureux, mais en même temps, on essaie de couvrir le plus possible. Puis, on a une belle gang. Écoute, c'est pas facile là, avec la pandémie et tout ça, parce qu'il n'y a pas de sport.
Ah, ça doit être long les matins de trouver des sujets quand il n'y a rien. Oui, c'est sûr que là, il y a du football, le basketball a commencé, c'est pas pire, mais pas de hockey. Là, on va dire, le printemps passé, là, on a tiré le liard par la queue certains matins, mais ça a bien été. Ouais, on a trouvé des idées, puis on a trouvé des choses à faire, puis ça a bien été. Oui, vous étiez surprenant pour vrai. Là. Je ne m'attendais pas à ça pendant tout. Ça a été, vous avez été vite sur la gâchette, vous avez trouvé des sujets, vous posez des bonnes questions. On réinventait l'équipe de rêve du Canadien. On faisait des semaines thématiques, soit baseball, hockey, football, whatever, de la boxe. Fait que c'était vraiment le fun. On s'est bien débrouillé. On a passé à travers, puis là, ça recommence. Fait que ça va être bien le fun. Écoute, lâchez pas votre bon travail pour vrai. Non, lâche pas, c'est sûr. C'est vraiment excellent. Hey, sur ça, mon cher Gilbert, je vais te laisser y aller parce que j'ai pris en masse de ton temps et c'était vraiment excellent. Un gros merci de toutes tes bonnes anecdotes. Un petit coup de cœur pour celle de la Coupe Stanley. Encore une fois, ça m'a fait bien rire et je suis convaincu que les gens vont bien l'apprécier aussi. Un gros merci. Ta franchise comme toujours, puis surtout, change pas, reste comme tu es parce que c'est comme ça qu'on t'aime. Et je vais te souhaiter une belle et longue carrière encore à la radio et à la télévision. Bien sûr. Bien, merci beaucoup, puis bonne chance dans ton podcast, puis là, je suis pas bien fin. Ben, merci beaucoup, puis on va continuer ça le plus possible. Pas de trouble, envoie-moi un message, puis il n'y a pas de trouble, je vais être disponible. Ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup, puis je veux remercier le groupe Firma aussi pour leur belle collaboration, la commandite du jour que je vais mentionner durant l'intro qui va être enregistrée par la suite. Merci le groupe Firma pour votre soutien, et puis à toi Gilbert encore une fois. Alors, joyeux Noël en retard un peu, puis bonne année en avance, et pour plus tard ceux qui écoutent le podcast. Excellent, toi aussi, bye-bye, merci beaucoup. Salut, bye-bye. Bye.